Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes vendredi 16 avril 2021. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est le moment du journal en français. Au micro, vous êtes avec Bob Rugurika, les titres de ce journal. Moins de 24 heures après l'ouverture du procès sur l'assassinat de l'ancienne ministre burundaise et députée de l'East African Legislative Assembly, un agent des services de renseignement témoigne sur les micros de la RPA. Afsa Mossi aurait été tué sur ordre des hautes personnalités au sein des institutions. Vous le suivrez dans ce journal. Le Premier ministre burundais nie l'existence d'un trafic humain au Burundi vers les pays du Golfe pour Alain Guillaume Bunyoni. Il s'agit d'une main-d'œuvre à la recherche d'emploi. En province de Cibitoke, les commerçants de la commune Buganda dénoncent le 2 poids 2 mesures dans la mise en application de la décision communale de démolir certains kiosques tout près du marché. Vous aurez les détails dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, l'ancienne députée de la communauté est-africaine Afsa Mossi a été tuée par des forces de sécurité burundaises. C'est ce qu'affirme un ancien membre du service national de renseignement qui révèle qu'il y a même eu une réunion préparatoire avant son assassinat. Il fait ce témoignage 24 heures après le début du procès irrelatif. Suivez. Le dossier Hassamos a soulevé beaucoup de polémiques, tant pour la communauté nationale qu'internationale. Plusieurs personnes se demandent comment un parlementaire pouvait être tué entre centre-ville où la sécurité était totale. Ce matin-là, la circulation était normale. Son assassinat n'a pas été un fait du hasard, c'est un pas qui a été exécuté après plusieurs jours de planification. Ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que même les présumés coupables qui sont en détention ne sont que des boucs émissaires qui ne savent rien du tout par rapport à son assassinat. Et l'assassinat de Hassamos est un crime d'État. Il y a d'abord Félix Nyorugira, un policier du 3e génie qui, je crois actuellement, aurait le grade de colonel qui habitait le quartier Kinam en zone Kinam. Celui qui était à la tête de ceux qui ont exécuté l'assassinat de Hassamos, qui alors donnait les ordres à ses policiers. Il y a eu beaucoup de réunions de préparation. L'élément principal était Alain Guillaume Bunyoni, alors ministre de la Sécurité publique, puis Godefroy Bizimana, qui était, je pense, le directeur général de la police. Il y a eu aussi Gervais Ndirakobucha, surnommé Dakugarika, qui fut conseiller à la présidence, le nommé Alexis Horoka, Kazon, Inosa, Mousselel et d'autres dont on ignore les noms. La première réunion s'est tenue à l'endroit appelé Kurumwe, dans un bar du nommé Nisezerana, qui est connu de tout. La deuxième réunion s'est tenue au bar Iwaw Nabanu, sur la route Bujumbura-Bugarama. Contrairement à la première réunion, la deuxième a comme participants Félix et Mousseremu. Mais ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que les autres émanaient des hauts cadres de l'État qui occupaient même aujourd'hui de hautes fonctions. Cet agent du service de renseignement cite des noms des assassins de Afsa Mossi. Il demande à la justice de ne pas incriminer les innocents qui sont détenus dans cette affaire alors qu'ils ne savent rien sur cet assassinat. Si réellement la justice veut traiter convenablement ce dossier, nous demandons qu'elle convoque ces gens. Parmi ceux qui lui ont tiré dessus, il y a un certain Désiré. Il est très célèbre pour les différents assassinats qu'il a perpétrés en 2015, en 2011, en 2012. Désiré est parmi ceux qui étaient à Kibira Ondé. D'ailleurs, en 2014 et début 2015, il était le chauffeur de Berk.
clandestins. Colonel Berthe de Charama était chargé à l'époque de ce qu'on appelle des DI dans le service national de renseignement. Le jour de l'assassinat, Désieux était avec un certain Bavou. Il l'a filé depuis des jours, mais n'est pas parvenu à le tuer. Alors, dans cette matinée, l'ordre de percuter son véhicule a été donné. Vous allez percuter son véhicule, vous allez lui tirer dessus quand il va sortir pour regarder ce qui se passe. C'est comme ça que l'ordre a été donné. Dans le périmètre du crime, il y avait des policiers devant l'hôpital militaire. Jodassé était dans un véhicule de TTI garé sur le pont Nahango. C'était pour arriver très vite sur le lieu du crime. Quand la première balle siffle, il devait se dépêcher pour arriver sur place avant tous les autres. Ceux qui sont dans le système savent comment ça se passe. C'est pour que personne ne puisse identifier ceux qui ont tiré sur la cible. C'est un assassinat qui a été minutieusement préparé par les hauts responsables au sommet de l'État. Ce témoin qui était dans les services secrets du Burundi à l'époque se dit attristé par le fait que des hautes autorités tuent des gens et décident la détention des innocents. La rédaction de la RPA a tenté de joindre la porte-parole du ministère de la Justice Agnès Bangirichenge sans y parvenir. Parlons justice à présent. L'emprisonnement à perpétuité est la peine qu'a écopé le caporal-chef Fidel Kwizera, qui a récemment tué un certain Jean-Marie Chibilimana surnommé Fiston. Ce procès en itinérance a été prononcé par le tribunal militaire et s'est déroulé en zone Buringa. Nous sommes en commune de Gihanga. Pour ce qui est des dédommagements, la cour militaire a demandé à la famille de la victime de saisir le tribunal de grande instance de Bubanza. En parlant justement de ce genre de bavure, l'impunité et la division observées au sein des corps de défense et de sécurité sont à l'origine du comportement de certains militaires et policiers qui est contraire à l'éthique et à la déontologie de leur métier. Cette réaction intervient après des assassinats commis par des militaires et policiers à l'endroit des civils dans différentes provinces du pays. Maître Janvier Bigirimana interpelle les autorités burundaises à renforcer les mécanismes de discipline dans ces deux corps et de punir conformément à la loi tous ceux qui sont méconduits. Suivez Maître Janvier Bigirimana, il est secrétaire général du FOCODI. Le premier souci majeur qu'on observe est que la police ainsi que l'armée burundaise ne sont plus professionnelles mais sont plutôt très politisées et la discipline militaire et policière qui devrait être la règle dans la gestion et dans l'exécution des tâches quotidiennes des policiers et des militaires est remplacée par la considération d'origine politique, ethnique ou régionale du militaire ou du policier et cela implique que les fautes qui sont commises par ces agents de sécurité sont couvertes en fonction de ces critères subjectif. On observe une impunité galopante au sein des corps de défense et de sécurité, notamment lorsqu'il s'agit des fautes qui sont commises par des militaires et des policiers qui sont proches du parti au pouvoir. En outre, nous observons malheureusement qu'une partie de l'armée est méprisée, frustrée, et cela crée un désordre, notamment dans l'encadrement des militaires et des policiers. Les ordres ne respectent pas l'hiérarchie militaire ou les rangs des policiers, mais plutôt les ordres sont donnés, soit des Imbonerakure, soit des militaires et des policiers, quel que soit leur rang, lorsqu'ils ont une certaine connexion avec le parti au pouvoir. Il faudrait donc dépolitiser l'armée, mais aussi la police, tout en renforçant tous les mécanismes de discipline militaire des policiers par la formation, l'encadrement, le respect de la loi, le respect des droits humains, ainsi que la lutte contre l'impunité des policiers et des militaires par une justice indépendante. Il n'existe aucun trafic d'êtres humains au Burundi. C'est en substance les propos tenus ce jeudi par le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni devant les deux chambres du Parlement réunies. Selon cette haute autorité du pays, ceux qui affirment que ce genre de trafic se fait au Burundi sont des gens de mauvaise foi qui induisent en erreur les Burundais. Suivez Alain Guillaume Bunyoni. Abantu baragenda ari benshi bagenda mu zaburaya na hehe bamwe bakagwa mu mabato mu mazi mu bahari bavuga ngo ni iki des migrants clandestins. Beaucoup de personnes se rendent en Europe et ailleurs
et certains perdent leur vie dans des océans. Ils ne disent jamais que c'est du trafic humain. Mais pour des Burundais qui décident de se rendre en nomade, par exemple en passant par des voies non reconnues avec l'aide des personnes qui violent la loi, en leur donnant de faux documents, est-ce que ces personnes vont être accusées d'être des trafiquants ou bien ils seront accusés de faux et usage de faux documents? Et ces Burundais qui essaient de se rendre dans ces pays, sont-ils dans ce trafic ou bien ils sont des émigrants qui passent les frontières illégalement? Pourquoi alors ils veulent affirmer qu'il existe le trafic humain au Burundi? Est-ce que le gouvernement est impliqué dans ce trafic? Ils nous ont induits en erreur et le constat est que ceux qui en parlent ici chez nous sont soit des députés, des autorités, des hommes d'affaires et autres, mais il faut noter que ce qui se fait au Burundi ne devrait pas être appelé trafic des êtres humains. C'est parce que pour parler de trafic dans un pays, il doit y avoir un prix fixe, des ventes ainsi que des endroits pour effectuer les ventes, ce qui n'en est pas le cas pour le Burundi. Les difficultés pour ces Burundais, c'est l'obtention des visas pour aller dans ces pays. Sinon, pour ce qui est des passeports, tout Burundais a le droit d'en avoir s'il remplit toutes les conditions exigées. On a arrêté d'octroyer des passeports car on a eu connaissance des cas des Burundais maltraités ou tués. Après, on s'est demandé qui étaient les personnes qui demandaient des passeports et on a constaté même qu'il y a des Burundais qui résident dans ces pays qui ont déjà obtenu des contrats de recrutement mais qui ne veulent pas demander des contrats au Burundi car ils ne veulent pas payer des impôts et devront travailler dans la transparence, ce qui par conséquent les empêcherait d'empocher des sommes colossales. kubera basabye kontra baca bariha ikori kandi baca babwirizwa kubikora ku mugaragaro ntibunguka umurengera ntayo bunguka. À propos, Pacifique Nahazwe, président du FOCODE, s'inscrit en faux contre les propos du Premier ministre burundais en disant que ce ne sont que des tromperies. Pour Pacifique Nahazwe, le gouvernement de Gitega montre à suffisance qu'il ne se soucie pas du bien-être de ses citoyens. J'ai été choqué par les propos du général Alain Guillaume Bunyoni sur la question de la traite des êtres humains. D'abord, ce sont des propos qui comportent beaucoup de mensonges. Le général Bunyoni ne s'est fondé sur aucun texte légal, qu'il soit national ou international, lorsqu'il dit qu'il n'y a que le Burundi qui serait aujourd'hui épinglé sur la question de la traite des êtres humains. C'est complètement faux. Parce que s'il y a un droit qui réprime la traite des êtres humains aujourd'hui, c'est le droit européen. Et il sanctionne notamment des personnes qui pratiquent la traite des êtres humains sur le territoire européen. Donc il a complètement menti. Deuxièmement, nous avons produit un rapport en 2016 qui a clairement montré combien gagnaient les trafiquants de ces femmes. Sur chaque femme qui est arrivée en Arabie Saoudite ou bien à Oman, nous avons montré que sur chaque femme, les trafiquants ont gagné 1000 riyals omanais, c'était environ 2000 € et environ 6 millions de francs burundais gagner sur chaque femme. C'est ça le prix. Et c'est ce prix, justement, qui empêche que les autorités burundaises ne sont pas précipitées à avoir un accord sur ces travailleurs burundais qui vont dans ces pays. Aujourd'hui, tout ce que demandent les Burundais qui travaillent dans ces pays, c'est d'être protégés. Ils demandent qu'il y ait un accord entre le Burundi et ces pays qui les reçoivent parce que les conditions de travail sont inhumaines. Nous avons appris des gens qui travaillent 20 heures par jour, des femmes qui nous ont dit qu'elles n'avaient que 4 heures de repos par jour. Il y a d'autres qui disent qu'ils touchent la moitié du salaire d'autres employés provenant d'autres pays qui ont eu des accords avec Oman et l'Arabie Saoudite. C'est incompréhensible que les autorités du Burundi sont au courant de ce phénomène depuis 6 ans et qu'ils n'ont rien fait pour protéger les travailleurs burundais qui vont dans ce pays. Pour le reste, Bunyoni a menti. Ils ont acheté le passeport burundais à un prix très fort. Ils ont passé par l'aéroport de Bujumbura. Ils ne se sont pas cachés, mais ce sont les autorités du Burundi qui ont profité de ce trafic.
Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni s'est également exprimé sur le projet de dotation des bancs pupitres à certains établissements scolaires qui, selon lui, est toujours en cours d'élaboration. Selon Alain Guillaume Bunyoni, le Premier ministre répondait ce jeudi à un parlementaire qui demandait pourquoi certains écoliers s'assoient par terre dans certaines salles de classe au Burundi. Vous avez évoqué l'insuffisance des bancs pupitres dans les écoles. C'est d'ailleurs triste de voir qu'à l'époque actuelle, des enfants du Burundi s'assoient par terre. Le projet n'a pas été concrétisé pour plusieurs raisons, la collecte des fonds, l'attribution des marchés, etc. Je n'ai pas beaucoup à dire sur le sujet. Nous devons collaborer le plus vite possible avec le ministère concerné pour résoudre ces cas, parce que c'est honteux d'entendre que dans une province, il y a des enfants qui s'assoient par terre au sein de 2 établissements. Des ponts et des routes qui ne sont pas réhabilités à temps, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a expliqué que les dons des partenaires arrivent souvent tardivement. Une courte pause et nous parlons gouvernance. RPA. 5 familles de la colline Buheka, zone Kazirabageni en commune Nyanzarak de la province Makamba demandent à l'administrateur de cette commune d'arrêter d'exploiter leurs champs de palmiers à huile. C'est au moment où cette autorité s'est appropriée leurs terres exploitées depuis une dizaine d'années par ces familles, arguant qu'elles sont domaniales. Le point avec Francine Mahoro. Les 5 familles de la colline Buheka exploitent depuis plus de 10 à cette propriété que la commune Nyanzalak revendique aujourd'hui. Elles font savoir qu'elles ont été choquées car elles ont constaté qu'une partie de leur propriété où ils ont planté des palmes à huile a été annexée sur le domaine de l'État et qu'elles ont été ainsi interdites de retourner dans leurs champs. Et ces familles d'indiquer ne pas comprendre comment quelqu'un, futur une autorité, peut s'arroger le droit de venir récolter ce qu'il n'a pas semé. Au début de ce mois d'avril, nous avons été surpris de constater que l'administrateur a envoyé des ouvriers pour cueillir les fruits de nos champs de palmiers à l'huile. Pourtant, ce domaine n'a fait objet d'aucun projet communal. Alors, je ne vois pas pourquoi nous exproprier si ce n'est pas pour des raisons d'utilité publique. Les familles expropriées accusent les administrateurs de vouloir s'enrichir sur leurs dons, d'où elles demandent l'intervention des autorités du pays afin qu'elles soient rétablies dans leurs droits. C'est injuste de voir une autorité voler les fruits de notre suel en plein jour sans qu'elle soit inquiétée. C'est fort possible que cet argent n'entre pas dans les caisses de la commune. C'est vraiment triste. Nous demandons l'intervention du président de la République, qu'il sache que nous sommes vraiment victimes d'une injustice. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Marie-Gorette Ilan Honda, administrateur de la commune de Nyanzalake, mais sans y parvenir. Gouvernance toujours, les habitants de la commune de Buganda en province de Chibitoke dénoncent le 2 poids 2 mesures qui a caractérisé la démolition des kiosques se trouvant tout autour du marché de la place. En effet, encore depuis près d'un mois, cette mesure semble avoir épargné les proches de certains cadres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le point avec Eloge Kwizera. La décision de démolir ces kiosques a été mise en application à partir du 20 mars dernier. En ces 10 jours, révèlent nos sources parmi les commerçants de la place. Au moins 30 kiosques avaient déjà été rasés. Mais, pour suivre nos sources, ce qui a étonné en plus de frustrer certains commerçants, c'est le fait que seuls 2 kiosques sont restés debout, déjà chargés d'exécuter cette tâche, ayant eu peur d'affronter les propriétaires. L'ordre de démolir tous les kiosques des alentours du marché de Buganda a été exécuté, mais pas en son entièreté. 2 kiosques appartenant à un certain Moïse qui se trouve être le beau-frère du général Silas ont été épargnés. Raison pour laquelle les commerçants de Buganda ne décolèrent pas. Révoltés par cette injustice, les habitants de Buganda demandent que tous les commerçants soient considérés au même pied d'égalité car jouissant des mêmes droits.
itegeko ego ryari ryasohotse ry'uko babomora amakiyosike yubatswe ahantu hakenewe n'amategeko. Il est vrai que la décision ordonnant les kiosques construits anarchiquement est bonne, mais cela devrait s'appliquer pour tout le monde. C'est ça qui nous a mis hors de nous. itegeko nimba risohotse nirisohoke kuri bose. S'il faut appliquer la loi, qu'il le fasse sans distinction aucune. yuko nawe yobomora hanyuma rero twese tugakurikiza amategeko. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Famfile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, pour de plus amples éclaircissements. Gouvernance toujours. Les conducteurs de taxi-moto de la commune Rugombo en province de Chibitoke dénoncent la collecte forcée de 3 000 francs burundais par des policiers. Ces policiers leur expliquent que c'est la contribution mensuelle pour l'équipe provinciale de football dénommée Bumamuru. Le point avec Hervis Niomongere. Un chauffeur de bus de transport en commun doit montrer aux policiers de Rugombo une quittance de 5 000 francs de contribution mensuelle pour l'équipe de football provinciale Bumamuru. Le conducteur de mototaxi paie 3 000 francs. Son moteur de Rugombo indique qu'il paie cette contribution forcée depuis 5 mois. Il m'a traité chez l'assurance, il a fait le contrôle technique, il a fait l'autorisation de transport. Pour ma moto, j'ai déjà payé l'assurance, j'ai payé le contrôle technique, j'ai l'autorisation de transport, tout est en ordre. Mais, un bon matin, il m'arrête et confisque mes documents. Il me raconte que ma moto ne peut plus circuler si je ne contribue pas à 3 000 francs pour l'équipe de football provinciale. C'est honteux. Le conducteur de mototaxi a quitté ses policiers de perturber les activités. Ils peuvent t'arrêter vers 5 heures ou 6 heures du matin pour te libérer vers 9 heures. Vous comprenez qu'ils nous font perdre beaucoup de temps. Le temps que je voulais utiliser pour gagner quelques sous pour la nourriture des enfants. Nous voudrions que les autorités soient informées de la situation pour qu'elles puissent empêcher ces policiers de créer des désordres. Nous avons tenté de joindre par téléphone l'administrateur de Rugombo, Gilbert Maniakita, mais sans y parvenir. Une courte pause et nous parlons santé. RPA. Négligence de la Covid-19 en mairie de Bujumbura. Certaines buvettes ont été transformées en boîtes de nuit. Les habitants de la ville de Bujumbura craignent une éventuelle vague de contamination. Le point avec Eric Nyonzima. Dans la semaine du 28 mars au 3 avril 2021, le ministère de la Santé a notifié 197 nouveaux cas positifs au Covid-19 sur tout le territoire du Burundi. La majorité des cas résident dans la ville de Bujumbura. Malgré la situation, certains habitants de la ville de Bujumbura prennent en régime cette pandémie car les activités de divertissement ont continué comme à l'accoutumée. Cet habitant de la ville affirme que, malgré la fermeture de boîtes de nuit par le ministère de la Santé, qu'actuellement, les cabarets dans différents coins de la ville ont été transformés en maisons de soirée dansantes. Ils ont donné l'ordre de fermer toutes les boîtes de nuit, mais paradoxalement, on joue la musique dans les cabarets jusqu'à l'aube. Par exemple, le bistrot Sikala surnommé Bunga Bunga, on joue et on danse jusqu'au petit matin. Au centre-ville, derrière la documentation, il y a le cabaret appelé Kumashura. Là également, on joue la musique toute nuit sans distanciation sociale. Je peux également citer Zandi, Pacha, Kozi, Kumutwendi. Ce sont les buvettes qui jouent la musique tous les week-ends et pendant toute la nuit. La négligence envers la pandémie Covid-19 se manifeste également dans le domaine du transport en commun et lié de grands rassemblements comme les marchés. Nous essayons dans les bus sans distanciation sociale et sans masque. À l'entrée des marchés, il n'y a pas de seau rempli d'eau pour le lavage des mains. Les gens entrent à l'intérieur des marchés sans se laver les mains et sans porter les masques. Les habitants de la ville de Bujumbura craignent une possible vague de contamination de Covid-19 si le ministère de la Santé n'intervient le plus tôt possible.
Parlons société à présent. La bière Red Flow Bio, initiée par l'ingénieur brasseur d'origine burundaise John Christian Kavakure, a décroché son mercredi la médaille d'or au niveau mondial. Dans un entretien accordé à la RPA, ce jeune Burundais qui pilote sa propre entreprise, les brasseries de Flobeck, basées en Belgique, souligne que le goût raffiné de cette bière dont le brassage s'inspire de la tradition burundaise lui a valu la première place parmi les 3100 autres en provenance de plus de 90 pays du monde entier. Suivez John Christian Kavakure, entrepreneur qui vit actuellement en Belgique. Notre émotion est très forte. C'est avec joie que nous vous annonçons notre bière Red Flow Bio qui vient de gagner la médaille d'or mondiale parmi 3100 produits venant de 90 pays par un jury de 80 experts indépendants du monde. Pour moi, je trouve que c'est avec gratitude et reconnaissance. Ce trophée démontre que l'Afrique surtout, nous sommes une terre de talents et aussi d'avenir. Cette récompense, elle représente surtout un soulagement. J'ai beaucoup travaillé et surtout rivaliser avec les plus grandes marques de bière au monde et surtout affronter les meilleurs brasseurs venus du monde entier. Notre bière a été choisie pour quelques paramètres organoleptiques et scientifiques. Dans ces jurys, il y avait des experts mondiaux qui sont constitués des ingénieurs brasseurs, des ingénieurs biochimistes, des chefs d'hôtel, des gens qui ont des compétences dans des sciences alimentaires et biotechnologiques. Et ils essaient d'évaluer 20 paramètres. C'est notre bière qui a récolté beaucoup de points. Et nous avons fait une bière qu'on appelle une bière triple. C'est une bière avec une fraîcheur, c'est une bière avec une mousse consistante, une mousse qui est blanchâtre, constante. Notre bière, quand vous la servez, d'abord c'est par la mousse qu'elle reste longtemps et c'est ça qui fait notre originalité, qui fait que notre bière, et même ici en Europe, nous arrivons à faire des bières que tout le monde apprécie. John Chris Kavakure indique que ce prix est un signe éloquent que l'Afrique regorge de beaucoup de talents et appelle les investisseurs à soutenir la jeunesse à la recherche de l'excellence. Alors, cette médaille, pour nous, elle va continuer à nous montrer de continuer à travailler toujours avec humilité, mais surtout à passer la barre plus haute sur l'authenticité, l'innovation, l'originalité de nos bières pour nous ancrer dans l'histoire brassicole européenne et mondiale aussi. Pour mes amis, c'est la façon de dire que l'éducation est très importante pour nous, les Africains, parce qu'en anglais, on dit que the education is the key. Il y a le secret du métier, et dans le secret du métier, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en avant. Il y a d'abord la passion, il y a l'authenticité, il y a l'innovation et il y a aussi ce qu'on appelle la quête de l'excellence. Il faut apprendre à nous dépasser. Je vois qu'actuellement en Afrique, nous avons des grands problèmes parce que nous n'avons pas des gens qui nous appuient. Il y a des jeunes qui sont à la quête des stages qui n'en trouvent pas et c'est pourquoi que je demanderai et surtout des gens qui ont des moyens d'essayer d'appuyer la jeunesse et aussi au niveau enseignement. Il faut que nous essayions d'avoir un enseignement de qualité concurrentielle au niveau international. Clôturons ce journal par la page éducation. Le secteur éducatif est l'un des secteurs qui se porte relativement bien au camp de réfugiés d'Ondouta. Même si tout n'est pas rose, les réfugiés saluent les efforts fournis dans ce secteur. Ici, le professeur nous parlait de certains défis qui restent toujours à relever. Turashima kigoro icyase bikora kabisa turabishima kubona abana bashobora kwiga bariga ego kandi ibyagerageza kubikenewe. Franchement, nous saluons les efforts fournis par l'OHCR en matière d'éducation, même si laquelle ne manque pas. En effet, il y a un manque criant de salles de classe, ce qui facilite pas l'apprentissage. À titre illustratif, certains enfants étudient dans des salles de classe construites en paille ou dans des tentes et s'assoient par terre par manque de bancs pupitres. Vous comprenez que pendant la saison des pluies, il devient très difficile de dispenser les cours vu que les enfants se précipitent pour chercher un abri. Cela rentre à la tombée de la pluie. Nous voudrions demander au HCR qu'il fasse des efforts et trouve solution à ce problème. L'autre défi, c'est le matériel scolaire. Nous voudrions demander au HCR de disponibiliser ce matériel en quantité suffisante et à temps. Parce qu'il est vrai que le HCR fait tout son possible pour équiper les élèves, mais si ces équipements pouvaient arriver à temps, ça nous rendrait vraiment
un énorme service parce qu'il arrive que les enfants passent des mois et des mois sans prendre de notre faute de cahier. abana ubumenyi butagenda neza kubera ibyigwa ugasanga ibyigwa byinshi babyigira mu ikayi imwe iheze umwana agataguma yicaye ko. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable écoute. C'est ici que prend fin son journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, merci à la technique. Prochain rendez-vous à demain. Bon début du week-end et portez-vous bien.